En ce début d'année, vous avez sûrement envie d'adopter de nouvelles routines, de nouveaux aménagements, peut-être chez vous, pour vous faciliter la vie au quotidien. Et c'est pourquoi j'aimerais vous parler un court instant de ma formation Aménager sa maison Montessori. Vous allez découvrir comment de simples aménagements dans votre entrée, votre cuisine, votre salle de bain ou la chambre de vos enfants, à condition qu'ils suivent les principes de la pédagogie Montessori, peuvent aider vos enfants à devenir plus autonomes et plus épanouis. Dans ma formation, vous allez découvrir les 4 grands principes qui vont vous guider pour aménager votre maison. Et aussi de très nombreux conseils pratiques. Par exemple, en vrac, mes astuces pour aider votre enfant à enfiler son manteau tout seul, ou à mettre ses chaussures sur le bon pied, qui n'a pas perdu des minutes entières le matin, avec un enfant qui s'était trompé de pied. Vous trouverez aussi un tutoriel vidéo pour fabriquer votre propre tour d'observation Montessori. Mon système éprouvé pour mettre en place la rotation des jouets, et éviter ainsi que le bazar ne s'installe dans la chambre de votre enfant. La meilleure façon de ranger les vêtements pour que même de petits enfants puissent s'habiller tout seuls. Ou bien mes conseils pour faire la transition d'un lit à barreaux à un lit au sol. Je vais vous montrer toutes les pièces de la maison et vous allez découvrir en vidéo tous les choix d'aménagement que nous avons faits dans notre propre maison, ainsi que de nombreux exemples d'aménagements réalisés par d'autres familles avec mes commentaires, pour que vous puissiez trouver votre propre inspiration pour chez vous. Et en plus de la formation vidéo, vous bénéficierez de tout un tas de ressources offertes, comme un fichier d'étiquette avec des images pour faciliter le rangement des vêtements de vos enfants, un fichier PDF d'images contrastées pour la chambre de votre bébé, un fichier PDF d'illustrations qui seront belles et colorées pour les murs de votre bébé ou de votre enfant un peu plus grand. Également une vidéo bonus pour maintenir l'ordre et l'organisation quand vous avez des invités chez vous, ou encore une autre pour apprendre à votre enfant la gestion du temps, ainsi que l'enregistrement d'un webinaire que j'ai réalisé sur le thème des matins paisibles et sereins grâce à la pédagogie Montessori, dans lequel je reprends certains éléments de la formation, où je parle aussi de discipline positive et où je réponds à de nombreuses questions. Bref, tout ce dont vous avez besoin pour établir de nouvelles routines beaucoup plus efficaces le matin. Alors n'hésitez pas, le lien est dans les notes de cet épisode pour rejoindre ma formation Aménager sa maison Montessori. Et maintenant, je vous souhaite une bonne écoute de votre épisode. Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Avec les vacances, vous avez peut-être récupéré, de la part de votre enfant qui revient de l'école, des évaluations, des contrôles, toutes sortes de travaux que votre enfant a pu accomplir à l'école et qui sont évalués. Peut-être que vous avez besoin aussi de signer ces travaux pour montrer que vous les avez bien consultés. Et peut-être que vous avez vu sur ces évaluations, par exemple, des petites cases avec des phrases du type réaliser une collection dont le cardinal est donné. Ça, c'est un exemple que j'ai retrouvé en petite section. Ou connaître et utiliser la technique opératoire de l'addition. Comprendre que c'est le déterminant qui détermine la nature du nom. Ça, ce sont des exemples de CE2, je crois. En tout cas, voilà, vous vous posez peut-être la question de la signification de ces petits items, à côté desquels vous avez peut-être des cases avec des choses comme acquis, en cours de maîtrise, maîtrise partielle, non maîtrisée, des choses comme ça. Et vous avez peut-être du mal donc à vous y retrouver. Et vous vous demandez peut-être aussi si ce mode d'évaluation, qu'on appelle le mode d'évaluation par compétence, est meilleur ou moins bon que la bonne vieille méthode de la note sur 10 ou sur 20, que vous soyez parent ou enseignant, et cette question, elle est bien légitime. Donc, c'est ce que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, et me poser la question avec vous de l'intérêt de cette évaluation par compétence, et de comment on peut l'utiliser au mieux, ou de comment on peut utiliser d'autres outils au mieux pour favoriser les progrès des enfants, parce qu'au fond, c'est quand même ça que tout le monde vise. Alors, ma version très raccourcie de tout ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est tout simplement que l'évaluation par compétence, c'est une très bonne idée qui a mal tourné.
Voilà, vous pouvez vous arrêter là si vous voulez dans cet épisode. Mais bon, je pense que vous avez envie d'avoir un peu plus de détails sur ce que j'en pense exactement. Alors, tout d'abord, commençons par les notes. Il y a plusieurs problèmes très clairs avec les notes, même si c'est un système auquel nous sommes habitués. Si vous m'écoutez, vous avez probablement eu principalement un système d'évaluation par notes lorsque vous étiez enfant, élève en maternelle, en primaire, au collège, au lycée. Ce sont quand même les notes qui dominent la plupart du temps. Et ce système présente un certain nombre d'inconvénients. Le premier, c'est que la note représente un seul signal pour dire, en réalité, beaucoup de choses. On peut par exemple avoir plein de raisons différentes d'obtenir un 12 sur 20. Peut-être qu'on va avoir 12 sur 20 parce qu'on a mal appris son cours et qu'on n'a pas su restituer des connaissances. Peut-être qu'on a 12 sur 20 parce qu'on avait un devoir de maths dans lequel on a fait plein d'erreurs d'étourderie. Ou peut-être que dans ce même devoir de maths, on n'a pas fait d'erreur d'étourderie, mais on n'a pas su faire les opérations sur les fractions. Et que tout ce qui concernait les fractions, du coup, était erroné. Ou peut-être qu'il y a un exercice qu'on n'a pas du tout compris. Bref, comme vous le voyez, il y a plein de façons d'obtenir la même note. Si c'était en français, on pourrait avoir un 12 sur 20 parce que le plan n'est pas excellent, ou parce que le niveau d'expression n'est pas extraordinaire, ou parce que il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Tout un tas de raisons qui peuvent expliquer la même note. Un autre souci de la note, c'est que souvent, les élèves se mettent à travailler pour la note. Au final, on en perd de vue l'objectif ultime de l'éducation. L'objectif ultime de l'éducation, ça n'est pas de nous permettre d'avoir une bonne note. En réalité, c'est de nous permettre d'acquérir des connaissances, des compétences qui vont nous servir dans la vie ultérieure. Donc l'objectif n'est pas d'avoir une bonne note à mon examen de calcul. L'objectif est d'avoir une bonne note, ni d'avoir une bonne note à ma dictée. L'objectif est d'être capable plus tard de pouvoir, je ne sais pas moi, calculer la monnaie que je dois rendre quand quelqu'un m'achète quelque chose en liquide, ou de pouvoir écrire un courrier correctement, avec une bonne syntaxe, avec une bonne orthographe, pour que ce soit compréhensible de mon interlocuteur. Et le problème, c'est que lorsque c'est la note qui devient l'objectif, eh bien, on se retrouve souvent, lorsqu'on est élève, à chercher à acquérir des stratégies pour obtenir de meilleures notes. Par exemple, répondre, même si on n'est pas très doué, si on n'a pas de bons résultats, essayer de répondre à toutes les questions faciles, plutôt que d'essayer d'aborder un exercice entier. Ou d'essayer d'apprendre des choses par cœur et de les recaser pour faire bien dans son devoir d'histoire géo, en se disant « Allez, ça va bien me donner quelques points ». Oui, d'accord, ce sont des stratégies qui peuvent parfois améliorer une note. Ce ne sont pas des stratégies qui permettent réellement de progresser et d'acquérir des choses qui seront utiles pour notre vie d'adulte. Donc ça, c'est un problème encore de la note. Un autre souci, c'est que les notes favorisent la compétition entre les élèves. Encore une fois, on ne travaille plus pour soi ou pour s'améliorer, on travaille pour avoir une meilleure note que le voisin ou la voisine. Et ça, on le trouve aussi bien chez les bons élèves que les moins bons élèves. Moi, je me rappelle que j'étais plutôt dans les très bons élèves de ma classe. Et aussi loin que je me souvienne, à part dans les classes Montessori où j'étais en compétition avec au moins une élève. Oui, c'était toujours une élève d'ailleurs. On retrouve souvent des filles parmi les premiers de classe. Mais que ce soit au collège, au lycée, etc., j'étais toujours en compétition pour être la première de classe avec une ou deux autres filles. Et au fond, c'est assez lamentable comme façon de travailler. Alors, parfois, on dit que ça développe l'émulation entre les élèves. On a envie de faire mieux. Personnellement, je considère que l'émulation, on peut l'obtenir de façon bien plus productive qu'avec des notes. On peut par exemple produire de l'émulation en formant des groupes de travail et en faisant en sorte, par exemple, que dans chaque groupe de travail, il y ait un très bon élève, un élève moyen et un élève plus mauvais, et que chacun s'entraide. Ou qu'il y ait des élèves avec des compétences différentes. Par exemple, un élève peut être très fort intellectuellement, mais avec des difficultés pour exprimer ce qu'il signifie de façon claire
et compréhensible par tous. Et à l'inverse, un élève qui s'exprime très clairement et sait simplifier, vulgariser les choses. Donc, il y a d'autres façons de créer de l'émulation que par les notes. Les notes créent de la compétition. Et ça, je crois vraiment que ça n'est pas le meilleur moyen de tirer le meilleur des élèves. Et puis, un dernier aspect qui me semble dommage avec les notes, c'est que c'est particulièrement déprimant pour un élève quand on accumule des mauvaises notes, malgré du travail. Il n'y a rien de plus décourageant que d'accumuler mauvaises notes après mauvaises notes. C'est pour ça que l'idée de fonctionner par compétence me semble très intéressante. Dans l'évaluation par compétence, on a plusieurs signaux. On n'en a pas un seul. Il y a plusieurs compétences qui sont évaluées dans chaque devoir. Et donc, l'enfant a plusieurs critères selon lesquels il peut voir s'il a progressé ou pas progressé. Il peut voir où il en est dans différentes dimensions. Encore une fois, pour reprendre l'exemple du français, il peut voir si son orthographe est satisfaisante. Il peut voir aussi si son imagination est riche ou si son niveau d'expression était assez élevé. Tout ça, ce sont des signaux différents, ça donne des informations différentes. Donc c'est intéressant dans l'évaluation par compétence. Par ailleurs, l'évaluation par compétence dissuade les élèves d'être en compétition les uns avec les autres, parce que c'est très difficile de voir si on a une meilleure évaluation ou une moins bonne évaluation que son voisin, quand l'évaluation, elle consiste en différentes cases que l'on a remplies. On peut être meilleur pour une compétence et moins bon pour une autre compétence. Donc ça complique la comparaison entre élèves et donc ça met un frein à cette compétition. Donc il y a effectivement des choses intéressantes dans cette évaluation par compétence. En plus, ça permet de proposer des évaluations qui sont beaucoup plus fines. Les enseignants peuvent davantage rentrer dans le détail de ce qui va et de ce qui ne va pas dans le devoir en question. Et pourtant, je trouve que l'évaluation par compétence ne fonctionne pas aujourd'hui dans l'école en général. Il y a des exceptions évidemment, mais de manière générale, je trouve qu'il y a un certain nombre de problèmes que l'on a du mal à résoudre avec ce mécanisme. Premièrement, que ça engendre énormément de confusion pour les parents. Confusion parce que, par exemple, les attentes changent chaque année. Donc on peut très bien avoir un item qui sera acquis à un moment donné et qui sera considéré comme non acquis l'année suivante. En fait, c'est tout simplement que les attentes dans l'année supérieure sont plus importantes. Et donc, on va considérer que l'item est maîtrisé lorsqu'il est maîtrisé à un plus haut niveau. Mais ça peut être perturbant pour les parents qui se disent « Mais je croyais que ça, il savait le faire parfaitement. » Ah, bah oui, mais il savait le faire parfaitement pour un niveau de CM1, mais pas encore pour un niveau de CM2, par exemple. Là où il y a de la confusion aussi, c'est que souvent, les items évalués sont exprimés dans une forme de jargon, qui est une espèce de jargon pédagogique, qui est très souvent incompréhensible par les parents. Je vous donnais quelques exemples en introduction, mais c'est vrai que si je vous dis, alors que vous avez un enfant qui a 3-4 ans, réaliser une collection dont le cardinal est donné, rassurez-vous, nous reprenons dans quelques instants, mais si ce podcast vous plaît, j'aimerais vous demander une petite faveur. Est-ce que vous pourriez, sur votre application, prendre quelques instants pour attribuer une note à ce podcast et idéalement même un avis? Toutes les applications ne le permettent pas, mais certaines le proposent et c'est ce qui permet, plus que tout, de faire connaître ce podcast à d'autres parents comme vous ou à d'autres professionnels qui en ont besoin et qui apprécieraient de l'écouter. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous êtes en train d'écouter à l'un de vos proches. Là encore, un immense merci parce que c'est ce qui permet de faire connaître ce podcast. Allez, revenons à l'épisode. Vous allez peut-être me regarder d'un air un peu sceptique en disant « Mais quoi, mon enfant est censé savoir faire ça? Mais ça veut dire quoi? Même moi, je suis pas tellement sûre de savoir ce que ça veut dire. » En fait, ce que ça veut dire, c'est tout simplement de réaliser un ensemble d'objets, par exemple dessiner
dessiner 3 cœurs, donc réaliser un ensemble d'objets dont on vous donne le cardinal, c'est-à-dire le nombre d'objets dans l'ensemble. Donc par exemple, c'est savoir répondre à un exercice du type euh, forme un groupe de 3 fleurs, euh, dessine 3 cœurs, voilà, des choses comme ça. Dans le dessin suivant, entoure un groupe de 3 oiseaux. Tout ça, ça correspond à cette consigne, réaliser une collection dont le cardinal est donné. Mais bon, c'est quand même un petit peu lourd pour des parents. Hein, tous les parents n'ont pas suivi une formation, un master MEF ou autre. Euh, c'est quand même difficile d'exiger ça de tous les parents, que de comprendre ce qui est évalué dans ces évaluations par compétences. Par ailleurs, toujours dans ce grand domaine de la confusion que ça engendre, il y a une perte de repères. C'est-à-dire que souvent, on a du mal à savoir si, au final, notre enfant travaille correctement ou pas. Est-ce qu'il s'est amélioré ou pas? Parce que là où on n'a pas effectivement un critère clair, un chiffre clair qu'on pourrait comparer entre élèves, on n'a pas non plus un nombre clair qu'on pourrait comparer entre le niveau de notre enfant il y a un mois et son niveau aujourd'hui. C'est difficile d'évaluer sa progression. Donc c'est assez complexe pour les parents de s'y retrouver. Et puis par ailleurs, il y a un manque de clarté, je trouve, dans cette évaluation par compétences. Par exemple, lorsqu'on reçoit un bulletin trimestriel qui va comprendre les objectifs de fin de cycle et évaluer par rapport aux objectifs de fin de cycle, eh bien les parents n'ont pas forcément conscience que le but n'est pas de maîtriser tout cela pendant le trimestre en question. L'idée est d'aboutir à la maîtrise de tout ça à la fin du cycle. Donc on peut avoir des parents qui paniquent un petit peu en se disant mais quoi, mon enfant ne maîtrise que ça, ça et ça, et il y a tout ça qu'il ne maîtrise pas. Ben oui, en fait c'est parce qu'il a encore 6 mois ou 1 an ou 2 ans avant de les maîtriser. Donc il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à comprendre pour les parents dans les bulletins ou dans les devoirs qu'ils reçoivent avec une évaluation par compétence. Et puis, je peux vous raconter cet exemple. Quand j'étais petite, j'ai moi-même eu j'ai eu une classe où j'avais une évaluation par compétence. On était évalué avec des A, B, C ou D. Et il était expliqué que le A, c'était une maîtrise parfaite. B, c'était une bonne maîtrise. C, maîtrise partielle ou insuffisante. Et D, aucune maîtrise. En gros, hein, je ne sais plus les termes exacts qui étaient employés, mais en tout cas, c'était noté sous forme de lettres A, B, C ou D. Et je suis revenue un trimestre avec un bulletin qui avait 32 A et 4 B. Et je me suis fait gronder par mes parents. Donc vous voyez, ça n'empêche pas l'évaluation par compétence d'avoir quelque chose qui ne soit pas pleinement compréhensible par les parents. En l'occurrence, mes parents étaient convaincus que si je travaillais bien, j'étais censée tout maîtriser et que j'avais sûrement pas assez travaillé dans ces 4 domaines. Bon, c'était totalement injuste, hein, et j'en garde encore ce souvenir injuste des années après. Mais alors que, voilà, moi j'étais très fière de mes 32 A. Je me disais, il y a plein de choses que je sais faire. Et puis les autres, c'était des B, c'était pas non plus des C ou des D. Donc bon, on n'est pas ici pour faire ma psychothérapie, hein, mais tout ça pour dire que même avec l'évaluation par compétence, on peut avoir des réactions injustes aussi de la part des parents, de la part de l'entourage des enfants qui comprennent mal ce système. Une autre lacune de l'évaluation par compétence, mais qui est la même que pour l'évaluation par note, c'est que l'évaluation a lieu à un moment donné et qu'il est possible qu'une semaine avant, l'enfant aurait eu un meilleur résultat. Par exemple, peut-être que cette semaine, il a fait des étourderies parce qu'il a mal dormi. Peut-être qu'entre la semaine dernière et cette semaine, il y a quelque chose qu'il a entendu, qui lui a fait remettre en doute ce qu'il avait compris et qui a engendré de la confusion dans son esprit. Donc il y a plein de choses qui peuvent influencer le résultat d'un enfant d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre. Et l'évaluation, du coup, n'est qu'une photo à un moment donné de ce que l'enfant est capable de faire. Mais on le sait bien, nous-mêmes les adultes, on peut être capable de faire certaines choses le lundi et pas le vendredi, parce qu'on est plus fatigué, parce qu'on a un rhume, parce que plein de choses. Et puis le dernier gros défaut de l'évaluation par compétence,
surtout quand elle est mal utilisée, et là aussi qui est commun avec l'évaluation par notes, hein, c'est qu'en soi, ça ne dit pas comment améliorer les choses. Ok, peut-être que mon enfant ne maîtrise pas la conscience phonologique. Ok. Et donc, il faut faire quoi? Comment est-ce que je peux l'aider? Qu'est-ce que lui-même peut faire pour s'améliorer? Ça ne me le dit pas. Et donc, on en revient au problème principal de l'évaluation, c'est que la note, tout comme l'évaluation par compétence, ce n'est qu'un message. Une évaluation, ce n'est qu'un message. En soi, ça n'aide pas. Et c'est pour ça que on peut utiliser la note de beaucoup de façons différentes. On peut utiliser la note avec un barème en se disant, mettons que j'ai 4 exercices notés chacun sur 5, et je fais la somme ensuite du barème de chaque exercice pour obtenir la note sur 20. Et puis, j'accorde 1 point à chaque question des exercices. On a 1 point si on a la bonne réponse à chaque exercice. Ça, c'est une façon d'utiliser la note. Une autre façon d'utiliser la note, c'est de l'utiliser comme un encouragement. Et de dire, ok, là, je vois, vraiment, ça se voit dans ce devoir, que cet élève a vraiment donné un coup de collier. Il s'est mis au travail, il a appris son cours, il a travaillé, il a fait des progrès. Si je note suivant un barème, ça mériterait seulement, seulement un 8. Alors avant, il avait eu 6, donc oui, il verra qu'il y a un progrès, mais il risque d'être découragé de voir que tout ce travail qu'il a fourni ne lui donne que 2 points en plus. Je vais lui mettre un 10. Pourquoi? Parce que ce 10, c'est la moyenne, c'est encourageant pour lui et ça va le motiver pour poursuivre ce travail. Poursuivre ce travail, ce qui lui permettra peut-être d'obtenir un 11 la prochaine fois, et puis encore un 12 après. Et donc d'être encouragé petit à petit, mais en tout cas d'avoir donné un gros encouragement au départ pour entretenir un peu la machine. Et à l'inverse, un élève qui a eu un comportement détestable en classe, qui a refusé de noter le cours, etc., mais qui est brillant et qui s'en sort très bien, eh bien peut-être qu'on va baisser sa note pour lui envoyer le message que ce comportement va le détruire, qu'un comportement de refus de travail, de ne pas coopérer en classe, de ne pas y mettre du sien, en fait, y mettre de la bonne volonté, peut-être qu'il va réussir à s'en sortir pendant quelques temps, mais à un moment donné, il le paiera. Et donc, autant tout de suite baisser sa note pour lui montrer que oui, il va en pâtir tout de suite. Parce que ses résultats finiront forcément par baisser à un moment donné. Donc voilà, on peut utiliser la note d'une autre façon. Au-delà de ça, que ce soit pour la note ou pour l'évaluation par compétence, ce qui est fondamental, c'est l'appréciation constructive de l'enseignant. C'est ça qui est l'outil le plus précieux. Il s'agit vraiment de savoir comment l'élève en face de moi va pouvoir progresser. Qu'est-ce qu'il doit faire pour faire mieux? Et donc, c'est là qu'on peut donner une évaluation, une appréciation un peu plus détaillée en disant, essaye de faire une relecture complète consacrée uniquement à l'orthographe, par exemple. J'essaie de penser aux conseils que moi-même je donne à mon fils qui est maintenant au collège, qui a un cours par correspondance et donc qui a des devoirs qu'il renvoie. Lorsque nous relisons ensemble les devoirs, il y a des appréciations qui sont très détaillées parce que le cours IBB à distance fournit d'excellentes appréciations, mais moi-même, je relis avec lui et j'essaie de dire, voilà ce que tu peux faire une prochaine fois. C'est peut-être relire toute ta rédaction uniquement sous l'angle de l'orthographe, rien d'autre. Ou peut-être que, parce que je vois que tu es capable d'écrire sans faute dans une dictée, mais quand tu écris une rédaction, il y a plein de fautes. Donc, tu en es capable, relis ta rédaction comme si c'était une dictée, une fois à la fin. Peut-être que ça peut être de vérifier systématiquement tous tes calculs. Ou peut-être que c'est de retenir quelque chose d'un peu mnémotechnique pour une notion que notre enfant a du mal à assimiler. Voilà. Donc ça peut être des pistes comme ça de travail, d'apprentissage. Ou de relire tel chapitre du cours, de faire un peu plus d'exercices sur les déterminants. Voilà. Des choses comme ça peut vraiment aider un élève à progresser. Alors, il faut bien être conscient que l'évaluation par compétences, elle peut aussi être très utile pour les enseignants parce que les enseignants doivent maintenant préparer leurs cours en fonction du socle commun de compétences, de connaissances, de savoir-faire, de culture, etc. Ça n'arrête pas de changer le nom.
et par rapport à leurs objectifs de fin de cycle. Donc eux-mêmes, ils ont des objectifs et ils doivent préparer leurs cours et évaluer leurs élèves par rapport à ces objectifs. Donc le fait d'utiliser cette évaluation par compétences, eux, ça peut aussi les aider pour voir où ils en sont et sur quel objectif ils doivent davantage porter leur intérêt. Par exemple, si les 2/3 des élèves de leur classe ont une maîtrise fragile ou inexistante de telle compétence particulière, eh bien, ils vont travailler telle compétence particulière et eux-mêmes, ils comprennent déjà ce jargon pédagogique, ils comprennent le sens de ces objectifs et ils savent, parce que c'est leur métier, ils savent ce qu'ils vont pouvoir proposer aux élèves pour travailler cette compétence spécifique. Donc, c'est un outil qui est en fait plus précieux pour les enseignants qu'il ne l'est pour les parents. Mais il faut bien aussi se rendre compte que c'est un outil extrêmement compliqué pour les enseignants. C'est très lourd d'utiliser ce type d'outil, surtout que ça n'est pas comme si nous avions grandi avec ce type d'évaluation. En général, nous avons tous grandi avec des évaluations par notes, les enseignants y compris. Donc ça demande une grande faculté d'adaptation. Ça demande beaucoup d'habitude pour en arriver à maîtriser cet outil qui est l'évaluation par compétences. Donc c'est difficile pour tout le monde. Voilà, les enseignants, les élèves, les parents. Alors dans la pédagogie Montessori, vous vous demandez peut-être comment on évalue les élèves, parce qu'il faut bien évaluer les élèves. Eh bien, on évalue non pas dans un sens où on viendrait noter, quantifier, mais on observe en fait les enfants. On les observe à de multiples reprises, sur une longue période, pas seulement à un moment donné, on ne leur fait pas passer de devoirs ou d'évaluation, et on les observe par rapport à une progression donnée. Donc en fait, on prend chaque élève là où il en est. Et on peut observer ce qu'il fait, ce qu'il est capable de faire, les efforts qu'il fait, son travail au quotidien. Et tout ça, on peut le partager avec les parents et avec l'élève. L'intérêt dans la pédagogie Montessori, c'est qu'on part toujours des forces de l'enfant. On part de ce qu'il a accompli. On ne va pas dire ce qu'il ne maîtrise pas encore, ça n'a pas d'intérêt. Ou on peut dire qu'il commence à comprendre ce qui est un déterminant, par exemple. Et on n'a pas besoin de dire qu'il ne sait pas encore ce qu'est un adjectif qualificatif. Oui, pas grave, ça vient après, c'est une progression. Donc on part des forces de l'enfant, on part de ce qu'il a accompli, et on lui propose ensuite de nouvelles pistes d'apprentissage. Voilà, il serait bien que maintenant que tu maîtrises le déterminant, on travaille davantage l'adjectif, par exemple, ou qu'on travaille de nouveaux types de déterminants. Ce sera peut-être un prochain type de travail que tu pourras prendre. Donc on part toujours du positif pour avancer. Et on va pouvoir partir des forces de l'enfant, de ce qu'il a accompli. Et là, on aboutit à un véritable travail de coéducation entre l'enfant, l'enseignant et les parents. Et l'enfant devient réellement acteur aussi des apprentissages. On lui dit, voilà ce que tu maîtrises, voilà ce que je peux te proposer après. Pour travailler la suite, il y a telle ou telle présentation, telle activité, etc. Alors, ce travail-là, il se fait plutôt avec des enfants de plus de 6 ans. Avec les enfants de moins de 6 ans, on les rend moins co-acteurs de leur propre éducation. Pour les moins de 6 ans, on travaille avec les parents pour leur expliquer où en est leur enfant. Voilà, il a travaillé la tour rose. Il sait aligner la tour rose en son centre. Et maintenant, on va travailler dans les semaines qui viennent pour aligner la tour rose suivant un angle où on a commencé à travailler ça. Donc, c'est en cours d'apprentissage et il est en train d'y travailler. Et donc, après 6 ans, là, l'enfant pourra davantage être partie prenante de sa propre éducation. Ça, c'est quelque chose de très important dans la pédagogie Montessori. Donc, c'est un autre système. C'est évidemment très différent de l'évaluation par note. C'est assez différent aussi de l'évaluation par compétence, même si ça n'est pas totalement disjoint. Mais ça me semble aussi une approche très intéressante, évidemment. Alors, quand on utilise l'approche Montessori pour évaluer, du coup, à travers l'observation, il va être très important, là aussi, d'expliquer aux parents par quelles étapes leur enfant est en train de passer, par exemple, pour apprendre à lire. Leur expliquer que, voilà, on est en train de développer sa conscience phonologique. Et qu'est-ce que c'est que la conscience phonologique ? Que là, ça y est, il reconnaît les formes des lettres et il sait les associer
au nom de la lettre, ou au son de la lettre, plutôt pour démarrer. Et d'expliquer comment tout ça s'organise dans une progression globale qui va lui permettre d'arriver à la lecture. C'est important quand même que les parents sachent toujours où en est leur enfant. Donc comme vous voyez, il n'y a pas de solution parfaite entre les notes, l'évaluation par compétences, le système montessorien qui est extrêmement intéressant mais qui nécessite beaucoup de travail de la part de l'éducateur, parce que l'éducateur doit trouver le temps de consacrer des moments spécifiques à l'observation de ses élèves. Et dans un environnement de classe où l'enseignant a beaucoup de présentations à effectuer dans la pédagogie Montessori, c'est parfois difficile de trouver le temps d'observer les enfants, les élèves, un par un, et d'en tirer des conclusions. Il me semble tout de même que c'est l'un des systèmes les plus intéressants, même s'il est difficile à mettre en place, qui nécessite énormément de compétences de la part de l'enseignant et une grande pratique. Mais c'est quelque chose que l'on peut faire aussi chez soi, à la maison, et se dire, voilà, comment est-ce que je peux observer mon enfant aujourd'hui ? Par exemple, dans son langage oral. Par exemple, cette semaine, pendant les trajets en voiture, on va discuter par exemple, au retour d'école, discuter de ce qui s'est passé à l'école, et je vais faire attention uniquement aux capacités de prononciation de mon enfant, ou à la richesse de son vocabulaire, ou à la correction grammaticale de ses phrases. Mais d'apprendre à observer son enfant comme cela, c'est extrêmement intéressant. Dans l'accompagnement des Montessori 7, qui est notre communauté avec des ressources nouvelles chaque mois, c'est une communauté sur abonnement mensuel, nous avons déjà abordé comme ça l'observation de l'enfant, et l'observation façon Montessori, qui est une observation scientifique, en fait, de l'enfant, pour pouvoir pleinement voir où il en est, sans nous laisser influencer par des critères subjectifs. C'est un chapitre extrêmement intéressant de l'accompagnement. Si jamais vous rejoignez l'accompagnement, je vous invite fortement à le consulter. Et si vous êtes déjà dans l'accompagnement et que vous ne l'avez pas encore consulté, je vous encourage vivement à le faire. Parce que l'observation, évidemment, est indissociable de l'évaluation. On ne peut pas se contenter d'évaluer sur des devoirs écrits de temps en temps. On a besoin d'évaluer au quotidien en regardant les enfants. Évaluer ne voulant pas forcément dire mettre une note, mais voulant dire simplement voir où en est l'enfant, ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas encore faire, comment il le fait, etc. Vous voyez que l'évaluation, c'est un sujet qui est très vaste et qu'on n'a pas fini d'en parler, je pense, parce que l'évaluation par compétence se généralise beaucoup, mais qu'elle est encore très imparfaite, très mal comprise et difficile, très difficile à mettre en place et en pratique. J'espère que ce podcast vous aura intéressé, vous aura fait découvrir différentes façons d'évaluer les enfants, les élèves, par compétences, par notes, à travers une progression que l'enfant va suivre. Et puis j'espère que ça vous aura surtout fait réfléchir à comment vous évaluez votre enfant ou vos élèves et à ce que vous avez envie de mettre en place. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine. Votre petite sourisette, Anne-Laure. Hey, psst, avant de vous en aller, n'oubliez pas de jeter un œil à la formation Aménager sa maison Montessori. Si vous avez des difficultés à maintenir votre maison organisée avec vos enfants, si vous avez du mal au niveau de la routine du matin, si tout est long, compliqué, pénible, croyez-moi, cette formation peut tout changer pour vous. On m'a souvent dit que rien que le chapitre sur l'entrée de la maison avait suffi à révolutionner la vie de famille. Et ce n'est que l'un des multiples chapitres que l'on aborde. Je vais aussi vous parler du lit au sol, de la cuisine et des repas de votre enfant, du rangement des loisirs créatifs, du rangement des livres d'enfants dans la maison, les jouets, les vêtements, la salle de bain aussi, comment aménager un coin spécialement pour votre enfant. À chaque fois, vous êtes guidé pas à pas et croyez-moi, ça peut réellement changer votre vie de famille. Donc j'espère que vous y jetterez un petit coup d'œil et que cela va vous inspirer pour démarrer votre rentrée du bon pied. À très bientôt!